Sud Radio, l'invité politique, Jean-François Aquili. L'invité politique ce matin, Jean-François Aquili, vous recevez Éric Coquerel, député LFI de Seine-Saint-Denis et président de la Commission des Finances à l'Assemblée nationale. Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Deux sujets sur la table ce matin, le budget en panne et ArcelorMittal. Mais tout d'abord, est-ce que vous soutenez la relance du service militaire volontaire dont Emmanuel Macron va dessiner les contours aujourd'hui lors d'une visite en Isère? Non, pas telle qu'elle est définie dans le contexte dans lequel ça se trouve. Alors, telle qu'elle est définie, d'abord, je remarque une première chose. Je vous fais remarquer que ce service militaire n'est pas budgété. Tout simplement parce que c'était pas dans la loi de programmation militaire. Alors, on nous sort ça comme ça tout d'un coup. Et c'était une des raisons pour lesquelles on trouvait que cette loi de programmation militaire était un peu bizarre. Elle définissait pas les objectifs et elle avait des manques, notamment celui-là. Bon, ça, c'est une première raison. La deuxième raison, c'est que on voit bien dans quel contexte c'est fait. C'est-à-dire, il le dit lui-même d'ailleurs, il parle de menaces très fortes. Donc il y a une espèce de musique qui a été entretenue également de manière, à mon avis, illégitime par le général Mandon, qui laisserait penser quasiment que la France est à la veille d'une guerre. Vous dites quoi? Il n'y a pas de menace russe? Ah, en France? Non, je pense qu'il n'y a pas de menace russe sur le territoire français. Non, qu'est-ce que c'est du bruit pour vous? Je pense que c'est tout un contexte, alors qui peut servir pour diverses choses. Déjà, par exemple, pour relancer les industries européennes sur la défense, c'est-à-dire produire de l'armement au nom d'un contexte. Les Allemands vont le faire beaucoup. Vous savez qu'il était question qu'on nous fassions aussi à hauteur de 7 milliards en plus de la loi de programmation militaire. Donc voilà, de produire des armes, faire marcher notre industrie. Deuxièmement, parce que je suppose que pour un président de la République qui est en difficulté sur le plan intérieur, oui. L'idée à un moment donné d'évoquer ce qui est sa prérogative, c'est-à-dire des menaces extérieures sur lesquelles il faudrait se préparer, je pense que ça participe un peu de cette situation. Et donc moi je ne suis pas d'accord. Moi je suis pour une France qui est au service de la paix et non pas une France qui est au service d'une mise en scène de la guerre. Parce que Jean-Luc Mélenchon était favorable au retour du service national obligatoire. Nous on est pour une conscription citoyenne, c'est-à-dire qui est payé au SMIC, qui concerne tout le monde. Mais là aussi, ça coûte cher. Oui, pardon. Laissez-moi finir. Qui concerne tout le monde, hommes et femmes, et qui soit surtout à dimension citoyenne, notamment, par exemple, et c'est toute la différence un peu avec le discours de M. Macron, pour être capable de réagir aux catastrophes climatiques. On voit qu'il va y en avoir de plus en plus, et qui, à côté de ça, effectivement, il y a une part minimum, un peu comme le font les Suisses, d'apprentissage militaire, non casernés, et puis évidemment hors de question que ces jeunes interviennent sur des terrains extérieurs. Donc c'est très différent du service militaire qu'on nous présente, qui est un côté un peu vintage, ancien service militaire, alors qui contraindrait au départ sous forme de volontariat avec lequel je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que ça soit sous volontariat, mais quelques dizaines de milliers de jeunes. Mais je vous dis, dans un climat où on nous installe dans l'idée que la guerre est possible. Bon, je ne crois pas aujourd'hui que la France doit aller dans ce sens. Voilà la raison pour laquelle je m'y oppose. Et on ne sait pas combien ça coûte, c'est ce que vous nous dites ce matin. Bien sûr. Oui. Éric Coquerel, faut-il nationaliser ArcelorMittal? Le texte de la députée insoumise Aurélie Trouvé est en débat et en vote aujourd'hui. C'est la niche parlementaire de la France insoumise. Je ne sais pas si le texte passera d'ici ce soir, parce que c'est quand même un texte qui est important pour vous. Est-ce que l'État a vocation de devenir l'actionnaire principal d'ArcelorMittal? Alors, juste que c'est le rôle de l'État. Une niche, parce que je ne suis pas sûr que tous vos auditeurs savent ce qu'il y a une niche, on commence à s'habituer. C'est une journée dédiée à chaque groupe. Nous, c'est demain. Vous, c'est aujourd'hui. Pardon. Oui. Et on présente les thèmes que nous voulons, et puis on essaye de les rendre majoritaires. C'est le seul moment pour un groupe d'opposition de pouvoir présenter des textes. Donc il y a, avant ArcelorMittal, je me permets de le dire, ce qui sont importants, il y a une proposition de résolution contre le Mercosur. Je pense qu'elle sera majoritaire. Et une deuxième qui sera aussi majoritaire sur la question de l'égalité du service public en outre-mer postal. Là aussi, elle sera majoritaire. Et vous l'avez dit, il y a ArcelorMittal pour la nationalisation. Je pense que ça sera discuté et je pense que ça sera majoritaire. Pourquoi? Parce que c'est le bon sens, pour bien comprendre ce qui se passe. Il ne s'agit pas, j'allais dire, de nationalisation structurelle où on estime que ce qui est du ressort de biens fondamentaux ne doit pas être dévolu au marché, donc on nationalise un peu comme on l'a fait en 46, en 81 ou en 36. Hein. Bon, non pas que je sois contre, mais c'est pas de ça dont il s'agit. Là, il s'agit plutôt du moment où, par rapport à un secteur stratégique, et l'acier est un secteur stratégique, s'il n'y a plus de sidérurgie en France, demain, il n'y a plus d'industrie, le capitalisme, entre guillemets,
fait faillite, c'est-à-dire il fait défaut. Et ArcelorMittal a beaucoup fait défaut par le passé, c'est-à-dire a fait des promesses, Mittal, dans la vallée des Anges, vous savez, à nombreuses reprises, en fermant un ses sites. Et là, qu'est-ce qui se passe par rapport à Dunkerque ? C'est que d'ici 2030, il faut moderniser et décarboner le site de Dunkerque pour notamment bénéficier, c'est nécessaire, oui, mais en plus bénéficier d'aides européennes. Et ArcelorMittal avait un projet avec la France, c'était 2 usines plus des implants. L'État était d'accord pour mettre 800 millions d'euros d'aide. ArcelorMittal, pour l'instant, met des conditions après les unes, après les autres, et a annoncé qu'il y renonçait. Deuxième projet, maintenant il présente un projet minimaliste avec une seule usine. Oui. Et là encore, tout laisse penser qu'il va peut-être renoncer à ce projet. Donc, on peut très bien se retrouver au début de l'année prochaine avec 0 plan pour Dunkerque. Et dans ces cas-là, je ne vois pas d'autre solution que la nationalisation. Mais c'est le retour de l'État nounou. Vous savez bien que l'État ne sait pas gérer ces situations. Ah bon, pourquoi ? Oui. Vous avez vu ça où ? L'État n'a pas vocation à gérer. Et en plus, l'État n'a plus de moyens. Alors, attendez, il y a plusieurs questions. Il y a plusieurs questions qui se posent. Déjà, est-ce que l'État ne sait pas faire ? Ce que je remarque, c'est que Mittal ne sait pas faire. Ou plutôt sait faire, parce que ce qu'il faut que vos auditeurs comprennent, c'est que Mittal est en train d'ouvrir des sites sidérurgiques en Amérique latine et en Asie qui vont faire directement concurrence. C'est-à-dire il organise sa propre concurrence avec éventuellement des sites en Europe. Premier problème, et manifestement il ne sait pas le gérer puisqu'il est incapable d'ouvrir des sites décarbonés parce que ça, pour lui, c'est pas assez profitable. Est-ce que l'État ne sait pas faire ? Moi, j'ai trouvé que en termes de chemin de fer, de rail, d'énergie, etc., le moins qu'on puisse dire, c'est que l'État s'était emparé de sujets et avait été plutôt plus efficace, ou en tout cas des entreprises publiques que l'entreprise privée. Bon, et là, sur la sidérurgie, s'il n'y a pas d'autres moyens, moi, je ne suis pas pour laisser fermer la sidérurgie en France. Voilà, je l'assume. Et à partir de là, s'il n'y a pas d'autres moyens... Et ça passera si le RN ne vote pas contre, ou du moins s'il s'abstient. Voilà. Oui, voilà. Si le RN s'abstient. Alors, moi, j'ai vu les sondages. Il y a une majorité dans tous les électorats de tous les partis pour qu'il y ait cette nationalisation. Il y aura une grande manifestation de soutien avec les sidérurgiques qui viennent devant l'Assemblée avec Sophie Binet, notamment de la CGT. Et moi, je pense que ça va passer, je l'espère en tout cas. Éric Coquerel, le budget est quand même bloqué. De nouveau, le projet de loi de finances de la Sécurité sociale revient à l'Assemblée. Il n'y a pas eu d'accord à la commission mixte paritaire du Sénat. C'est important. Il y a une date butoir, c'est le 23 décembre. Nous ne savons pas si ce budget sera voté in fine. Le Parti socialiste propose d'instaurer l'an prochain un emprunt obligatoire pour les contribuables les plus fortunés. C'est la nouvelle idée qui est sur la table, qui remplace un peu la taxe Zuckman, on va dire les choses telles qu'elles sont. Vous la validez, oui ou non ? Non, et j'ai vu d'ailleurs que M. Lecornu la valide pas non plus, donc c'est un peu morné cette histoire. Non, et je vous explique pourquoi très simplement. En fait, ça vise une partie de nos concitoyens très riches dont il faut comprendre qu'ils sont à peu près imposés à moitié par rapport à la moyenne des Français. C'est en gros... Tout patrimoine, tout revenu compris, ils sont imposés à hauteur de 25%, quand toute fiscalité, toute comprise, les Français, c'est plutôt à hauteur de 50%, y compris la TVA. Bon, donc, ils payent beaucoup moins d'impôts alors qu'ils sont ultra riches. Bien, ces personnes-là, c'était à ces personnes-là qui étaient ciblées par la taxe Zuckman. Et là, on leur dit, non, tant pis, on touche plus à ça, vous payez moins d'impôts, c'est normal. Mais comme vous payez moins d'impôts, vous pourriez prêter à l'État. Autrement dit, on est en train d'entériner 2 types de contribuables, ceux qui payent leurs impôts normalement, par rapport à leurs revenus proportionnellement, et ceux qui ne payent pas leurs impôts normalement, qui coûtent des dizaines de milliards du coup en recettes à l'État, et qui, eux, pourraient en plus prêter à l'État. Vous voyez bien que ça, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. C'est à mon avis d'ailleurs pour ça aussi que le gouvernement a finalement tourné le dos à ça. Donc c'est non pour cette proposition du Parti socialiste. Je m'étonne même qu'il la fasse. Vous avez entendu François Hollande hier matin qui dit « Nous verrons bien » à propos du 49.3. Que dites-vous ? Est-ce qu'il y a une tentation du PS désormais à peut-être essayer de faire revenir le 49.3 pour boucler l'affaire ? En tout cas, il y a une tentation de François Hollande. Ça, c'est clair, puisqu'il le dit très clairement. Alors, pourquoi faire ça ? C'est pas lui qui le dit, dans les rangs socialistes. Non, je sais, mais lui, il le dit publiquement pour l'instant. D'autres le disent moins publiquement. Pourquoi dit-il ça ? C'est une manière de voter le budget de manière hypocrite. C'est-à-dire, vous dites au gouvernement, vous proposez un 49.3, et puis, s'il y a une motion de censure, on ne censure pas. C'est ce qu'ils avaient fait avec François Bayrou. Rappelez-vous, en février dernier, les socialistes n'avaient pas censuré François Bayrou, et du coup, on a subi plusieurs mois de suite un nouveau gouvernement macroniste alors qu'ils étaient minoritaires. Bien. Et là, François Hollande est manifestement prêt à refaire la même chose. Bon, je suis très étonné parce que tous ces gens-là, je leur rappelle qu'ils ont été élus sur un programme qui était celui
du nouveau Front populaire, que, à mon avis, sinon François Hollande n'aurait pas été élu, et que dans ce programme, il y a le fait de s'opposer au macronisme et non pas de s'arranger avec le macronisme. Donc tout ça est étonnant. Alors, je prends ça très au sérieux. Pourquoi ? Parce que François Hollande, pas seulement parce que c'est l'ancien président de la République, pas seulement parce que quelque part il nous a donné le macronisme, mais aussi parce que la dernière fois qu'il y a eu un accord de ce type avec François Bayrou, c'est François Hollande le premier qui s'est exprimé et qui a mis sur la table les sujets qui ont permis le compromis. Donc son avis pèse, c'est ce que vous dites. Comment ? Son avis pèse. Ah ben manifestement, oui. Et j'ai l'impression qu'il sert un peu de poisson pilote, c'est-à-dire il teste, il commence à mettre sur la table et puis après c'est repris. Moi ce que je me lui suis laissé dire que du côté gouvernemental, le 49.3 ne serait utilisé que si le Parti socialiste le demande publiquement. Donc il que ça commence à y ressembler. Il ne censurera jamais le Parti socialiste avec vous, parce qu'il y a j'ai vu qu'il y avait un nouveau projet de censure de la France insoumise. Bah nous on va, on va pas laisser. On verra à quel moment on le met sur la table. On avait pensé le mettre sur la table si des ordonnances étaient à craindre. Donc ça, on regarde ça un peu comme le lait sur le feu, puisque les ordonnances, pour bien comprendre, c'est la manière de faire passer le budget sans vote. Il n'y a rien de plus antidémocratique. Mais manifestement, le gouvernement n'est pas très tenté parce qu'il a peur, à juste titre, de tomber s'il fait des ordonnances. Donc il imagine plutôt soit le 49.3, soit une loi spéciale pour arriver à passer l'année puis à remettre le sujet l'année prochaine. Mais quoi qu'il en soit, si on observe que le gouvernement est prêt à ne pas mettre le budget au vote, là, on sortira une motion de censure. Donc ça peut être d'ici... Je pense que tout ça va se faire d'ici le 23 décembre. C'est-à-dire que le budget va revenir à l'Assemblée le 18 décembre. Je parle bien du budget de l'État. Oui, le budget. Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le budget de la sécurité sociale qui n'a pas eu hier de commission mixte paritaire. Donc censure éventuelle, possible. Oui, enfin, en tout cas, nous, on ne laissera pas faire. Avant la fin. On ne laissera pas arriver à un budget sans vote. C'est le 23 décembre, la date d'une manière ou d'une autre. Et s'il y a 49.3, bien évidemment, nous appellerons à la censure et on verra bien ce que fait le Parti socialiste du coup. Un mot rapide sur cette taxe, cette hausse de la taxe foncière qui semble être remise à plus tard. Vous validez la prudence du gouvernement ? Heureusement. Oui. C'était quand même incroyable cette histoire. Comprendre ces faits sur des valeurs cadastrales qui datent des années 70, totalement injustes. Donc ça, vous êtes pour ? On était contre le fait qu'ils imaginaient faire payer une fois de plus nos concitoyens des classes moyennes et classes populaires, les imposer davantage, alors qu'ils refusent d'imposer les ultra-riches. Ça, on était complètement contre, et heureusement que le gouvernement a reculé là-dessus. Oui. Éric Coquerel, est-ce que vous serez candidat au municipal à Saint-Ouen ? En tout cas, je ne suis pas tête de liste, ça c'est clair. La tête de liste sera Manon Montmirel, qui est ma suppléante, qui sera tête de liste à Saint-Ouen pour une liste... conduite avec notamment France Insoumise. Est-ce que vous soutenez Sabrina de Canton ? La question, c'est normal, je vous la pose, ça se passe chez vous, dans votre circonscription. Écoutez, on a fait c'est cette candidate des écologistes, je précise pour ceux qui nous écoutent, qui se retire de la campagne parce qu'elle est, dit-elle, la cible d'homophobie depuis plusieurs mois. Et elle dit qu'au fond, c'est incompatible, son homosexualité, avec, je la cite, le soutien des quartiers populaires. Est-ce que les quartiers populaires n'aiment pas les homosexuels ? Non, moi c'est ce qu'elle dit. Oui, non, c'est pas ce qu'elle dit. Elle dit pas tout à fait ça. Elle dit que elle a été la cible de propos de campagne homophobe parce que on aurait estimé que les quartiers populaires aurait des problèmes avec quelqu'un qui a les orientations sexuelles qu'elle a. Donc moi je ne suis pas d'accord, je pense que les quartiers populaires, il ne faut pas essentialiser les quartiers populaires, leur donner cette image. Nous avons noté, quand je dis nous, c'est LFI Saint-Ouen, puisque j'ai réagi avec les groupes d'action d'LFI, nous avons noté ce qu'a dit Sabrina de Canton, et à cette occasion, nous avons rappelé que, bien évidemment, nous sommes toujours du côté des victimes de l'homophobie, et que dans notre campagne, ça sera un sujet principal, à la fois, par exemple, avec le fait d'engagement de tous nos candidats, la lutte contre évidemment cette question, et également d'ouvrir une maison des discriminations, une maison contre les discriminations à Saint-Ouen, qui pourra à la fois faire de la formation, de l'éducation populaire, mais aussi réagir et écouter les victimes. Donc il est bien évident que nous réagissons aussitôt que nous entendons quelque chose de cette sorte. L'homophobie, je vous le rappelle, est un délit, c'est pas une opinion. Donc vous mettez ça au clair, vous la soutenez et vous lutterez contre l'homophobie dans votre campagne des municipales. Dernière question, est-ce que vous êtes comme Jean-Luc Mélenchon qui apporte son soutien ? C'est important, il a été beaucoup question de ça ce week-end, à ce professeur d'histoire médiévale de Lyon 2, Julien Thierry, qui a publié cette liste de 20 personnalités, je cite, essentiellement de confession juive, qualifiées de génocidaires à boycotter. Ça fait beaucoup d'émoi ces jours-ci, cette histoire.
Oui, alors pour tout vous avouer, je ne l'ai pas suivi en détail. Je ne veux pas me défausser, mais je n'ai pas suivi en détail. Mais je suis contre toute chasse aux sorcières. Et manifestement, il y a des chasses aux sorcières qui sont en train d'être organisées dans les universités que je récuse. Voilà, Vous voulez dire que cet enseignant serait victime d'une chasse aux sorcières? Bah oui, parce qu'on peut, à un moment donné, s'opposer à un génocide, on peut s'opposer à la politique de l'État d'Israël, de colonialisme de l'État d'Israël, sans se retrouver victime de ce genre de chasse aux sorcières et sans se faire traiter, par exemple, d'antisémitisme. Donc, et le fait de publier des listes de personnalités juives, c'est quelque chose de désobligeant. Je vais faire attention à ne pas vous répondre, parce que j'ai pas exactement vu ce qu'il avait fait. Je dis simplement que je suis contre toute chasse aux sorcières et actuellement, il y a beaucoup de chasses aux sorcières organisées sur fond d'islamophobie ou, j'allais dire, de stigmatisation de ceux qui ne sont pas d'accord avec les politiques menées par Benjamin Netanyahou, qui sont organisés. Donc j'ai un peu un réflexe de soutien dans ces cas-là. Merci à vous, Éric Coquerel. Merci Éric Coquerel, Jean-François Aquili. Bah oui, des chasses aux sorcières. Il y en a visiblement un petit peu partout. C'est ce qui se dit. Tiens, j'aimerais vous entendre. On va revenir sur ce qui a été dit, notamment par Éric Coquerel tout à l'heure aussi, sur la nationalisation d'ArcelorMittal. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Et qu'est-ce que vous avez pensé de la proposition socialiste, même si elle ne va pas très loin, selon laquelle les plus riches devraient prêter de l'argent à l'État? J'aimerais vous entendre. C'est une bonne piste, une mauvaise idée, c'est sans intérêt. Le service militaire volontaire, qui existe, hein, je le rappelle, déjà, il est dans les textes. Et bien sûr, il avait été lancé par François Hollande, mais on ne s'en est pas occupé. On a lancé le service national universel derrière. Ça n'a pas marché, c'est un échec, même si certains disent que ça fonctionne. Pas vrai, et ça a coûté beaucoup d'argent. Qu'est-ce que vous en pensez? Celui qui est lancé par Emmanuel Macron, là, aujourd'hui, est-ce que vous êtes favorable à ça, ou alors un service plus hybride, où on pourrait évidemment le rendre obligatoire et que des jeunes viennent s'incruster dans la société pour aider en fait certaines choses, certaines missions? Ce serait peut-être mieux après tout. Qu'est-ce que vous en pensez? 0826 300 300. Et puis alors évidemment on va y revenir parce que je sais que ça a déjà fait beaucoup réagir. L'interdiction de fumer sur les pistes de ski. Il y a un décret qui est passé comme ça en catimini. Bah oui, c'est vrai que c'est ceux qui balancent leur mégot sur les pistes, c'est pas terrible, mais enfin de là à les traquer partout sur toutes les pistes. Bon, 0826 300 300.